Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on s'attaque à un sacré monument, hein, le discours de la méthode de Descartes. Ah oui, un incontournable. Et ça démarre très fort hein, avec cette phrase que tout le monde connaît, le bon sens est la chose du monde la mieux partagée. C'est ça, paradoxal, n'est-ce pas? Mais oui, parce que tout le discours, justement, c'est pour nous dire que, bon, l'avoir, c'est une chose, mais savoir bien s'en servir, C'est une autre paire de manches, exactement. Et c'est vraiment le point de départ de sa quête, de sa révolution philosophique. qui a redéfini la pensée occidentale, carrément. Tout à fait. Alors, René Descartes, pour le situer, 1596-1650, et ce fameux discours, il le publie en 1637, anonymement d'ailleurs au début. Ah oui, Oui. Et pour notre discussion, là, on va s'appuyer pas mal sur une édition critique, celle d'Oxford, de 2006. Elle est intéressante parce qu'elle nous éclaire beaucoup sur la fabrication du texte, son contexte. d'accord. Donc on sera plus dans une approche historique, c'est ça? Comprendre comment ça s'est fait, pourquoi. C'est l'idée, oui. Plutôt que de faire une analyse philosophique pure, un peu hors du temps, on va essayer de voir comment ce texte est né. Super. Comprendre les idées clés, bien sûr, mais aussi son impact incroyable à l'époque. Comment il a pu bousculer des siècles de philosophie scolastique, cette pensée héritée d'Aristote qui dominait tout. Oui, cette pensée très codifiée. On va essayer de rendre ça vivant. Alors, pour commencer, qui s'épait Descartes, avant d'être le grand Descartes? Son parcours. Oui, son parcours, c'est assez éclairant pour comprendre sa pensée. Déjà, il y a sa formation, une formation d'excellence chez les jésuites à la Flèche. Ah oui, la flèche, très réputée. Exactement. Très rigoureux, et ça, il appréciait. Mais il critiquera plus tard leur méthode. Vous savez, les disputes oratoires, ce genre de choses qu'il trouvait un peu stériles. Et le savoir trop livresque aussi. D'accord. Et après? Après, les études, il voyage pas mal. Il s'engage même un peu dans l'armée, pendant la guerre de 30 ans. Et puis, il y a une rencontre très importante aux Pays-Bas avec Isaac Beckman. Un savant? Oui, un savant qui va vraiment raviver sa passion pour les maths, la physique mathématique. C'est un peu un déclic. Et c'est pour ça qu'il choisit de vivre là-bas, aux Pays-Bas, une bonne partie de sa vie? En grande partie, oui. Pour la tranquillité surtout. Et la liberté intellectuelle. Il voulait fuir les distractions, c'est ça? Les pressions. C'est Oui. ça. Il cherchait à éviter les polémiques et les pressions religieuses éventuelles qu'il aurait pu avoir en France. Son fameux dicton, là, bene qui latui, bene vixit. Pour vivre heureux, vivons cachés. Voilà. Ça résume bien son état d'esprit. Et c'est là, dans cette espèce de retraite studieuse, qu'il va développer le cœur de son œuvre. Tout en restant connecté au monde savant, quand même. Ah oui, absolument. Il avait un réseau de correspondants essentiel. Le plus connu, c'est le père Marin Mersenne à Paris. C'était un peu sa boîte aux lettres, son agent de liaison, quoi. Hmm. On parle souvent aussi de rêve qu'il aurait fait jeune, en 1619, un moment fondateur. Oui, c'est un épisode que rapporte son premier biographe. 3 rêves en Allemagne qu'il aurait, comment dire, convaincu qu'il avait une mission. Une mission divine, presque. Quelque chose comme ça. Fonder une science admirable, une méthode universelle basée sur la raison. Ce qui est fascinant, c'est que, publiquement, après, Descartes sera très rationaliste. Il rejettera l'interprétation des rêves, l'occultisme. Il y a une tension alors. Peut-être, oui, entre une expérience personnelle, intime, très forte, et puis l'image publique qu'il construit. L'image du pur rationaliste. Et une image publique qu'il va devoir soigner, d'ailleurs. Surtout quand il va vouloir publier ses idées. Parce que le discours, en fait, ce n'était pas son projet initial. Il avait autre chose en tête au départ. Exactement, non. Il préparait un gros traité, un truc majeur, le monde. Ça devait exposer toute sa nouvelle vision de l'univers, sa physique, sa cosmologie. Une vision mécaniste, c'est ça le terme? Oui, mécaniste. C'est-à-dire qu'il expliquait tout par la matière et le mouvement. L'univers comme une immense horloge, si vous voulez. Et surtout, point crucial, ce traité adoptait l'héliocentrisme. La Terre tourne autour du Soleil. L'idée de Copernic. Voilà. Et là, patatras. L'affaire Galilée. 1633. Pile à ce moment-là. Galilée est condamné par l'Inquisition pour avoir défendu cette même idée, le mouvement de la Terre. Le coup dur pour Descartes? Ah oui, un choc terrible. Une vraie crise pour lui. Il apprend la nouvelle alors qu'il s'apprêtait à publier Le Monde. Il écrit à Mersenne, il est si étonné. Il dit qu'il a failli brûler tous mes papiers. On imagine, oui, toute l'œuvre de sa vie remise en cause par l'Église. C'est ça. Le fondement même de sa physique devenait dangereux à publier. Lui qui voulait éviter la controverse à tout prix. Du coup, il renonce à publier Le Monde. Il y renonce, oui.
Mais ses amis, Mersenne en tête, le poussent quand même à partager ses découvertes. Alors, comment il fait? C'est là que naît le discours de la méthode, C'est ça, c'est une solution de compromis. très habile, très stratégique. Il publie quand même quelque chose, mais différemment. Voilà. Il va publier 3 essais scientifiques sur l'optique, les météores, la géométrie, qui sont des applications de sa méthode. Et le discours, ça devient la préface de ces essais. Ah, d'accord. Comme ça, il donne des exemples concrets de ce que sa méthode permet de faire, sans exposer frontalement toute sa physique et l'héliocentrisme qui posait problème. Et il présente le discours très modestement. Un simple avis, une histoire, une fable de son parcours. Très prudent. Malin. Et le choix de l'écrire en français et pas en latin comme tout le monde à l'époque, ça aussi c'est stratégique? Ah oui, complètement. C'est une rupture très consciente. Le latin, c'était la langue des savants, des universités, de la scolastique qu'il critiquait. Et lui, il voulait toucher qui alors? Il dit vouloir s'adresser à ceux qui utilisent leur raison naturelle toute pure, ceux qui ne sont pas formatés, si on veut, par l'autorité des anciens, par le jargon de l'école. Il vise un public plus large en fait. Exactement. Et ça a marché, hein. En France, ça a eu un impact énorme. Ça a touché un public bien au-delà des seuls savants. On a même parlé de cartésiomanie dans les salons, auprès des femmes aussi. Incroyable. Mais pour la diffusion internationale, c'était moins rapide au début du coup. Oui, forcément, le français était moins lu à l'étranger que le latin. Il faudra attendre la traduction latine en 1644 pour que le discours ait un succès vraiment européen. D'ailleurs, anecdote amusante, l'éditeur hollandais a eu du mal à vendre les premiers exemplaires en français. Comme quoi. C'est fou de voir comment le contexte, la peur de la censure, la stratégie de publication, tout ça façonne un texte qu'on voit aujourd'hui comme un pilier de la philo. Absolument. Bon, alors entrons dans ce fameux discours. 6 parties. La première, vous disiez, c'est assez personnel, non? Il fait un peu le bilan de sa formation. Oui, il commence comme ça. Une sorte d'autobiographie intellectuelle. Et il n'est pas tendre avec l'enseignement qu'il a reçu. Il dit d'être sorti du collège embarrassé de tant de doutes et d'erreurs. Il n'était pas satisfait, quoi. Pas du tout. Il critique ce savoir purement livresque. Et il valorise beaucoup plus l'expérience qu'il a acquise ensuite dans le grand livre du monde grâce à ses voyages. C'est là qu'il découvre que les coutumes sont relatives, etc. Voilà. Ça le conforte dans l'idée qu'il faut tout remettre à plat, tout reprendre par soi-même, avec sa propre raison. Et ça l'amène logiquement à la deuxième partie, sa méthode. Les fameuses 4 règles, elles ont l'air si simples, presque évidentes. Pourquoi c'était si révolutionnaire à l'époque? C'est vrai qu'elles ont l'air simples, comme ça, presque du bon sens. Mais attention, hein, c'est trompeur. Ah oui, qu'est-ce qu'il y a de si radical alors? C'est moins les règles en elles-mêmes que leur but, en fait. Et surtout ce qu'elles éliminent. Prenez la première, l'évidence. Oui. Il dit « N'accepte comme vrai que ce qui se présente clairement et distinctement à l'esprit. » Et surtout, évitez la précipitation et la prévention, c'est-à-dire les préjugés. Et ça, c'est nouveau. C'est un coup direct entre la tradition scolastique. Eux, ils s'appuyaient sur quoi? L'autorité d'Aristote, des textes sacrés, et sur les sens aussi. Or, pour Descartes, les sens sont souvent confus. L'évidence, pour lui, elle est purement intellectuelle. C'est une intuition de l'esprit. D'accord. Donc c'est l'individu et sa raison qui deviennent le critère. Exactement. Ensuite, la deuxième règle, l'analyse. Décomposer les problèmes complexes en éléments plus simples. Logique. Oui. Troisième règle, la synthèse. Reconstruire la connaissance en partant du plus simple pour aller pas à pas vers le plus complexe, de façon ordonnée. Là aussi, ça semble logique. Complexe pour essayer d'en extraire les principes. Descartes, lui, part du simple, de l'évident, Et la dernière pas? le dénombrement. C'est la vérification, faire des revues complètes pour être sûr de n'avoir rien oublié. Ok. Donc ce qui est vraiment révolutionnaire, c'est pas tant les étapes elles-mêmes que l'idée derrière. Que moi, individu, avec ma seule raison bien utilisée, je peux atteindre la vérité, sans dépendre d'une autorité extérieure. C'est exactement ça. C'est l'affirmation de l'autonomie de la raison. C'est énorme pour l'époque. Je comprends mieux la rupture. Mais bon, reconstruire tout son savoir comme ça, sur de nouvelles bases, ça doit prendre un temps fou. Ah oui. Comment on fait en attendant? Pour vivre sa vie, pour agir? C'est là qu'intervient la troisième partie, sa morale provisoire. Précisément, c'est très pragmatique. Puisqu'il a décidé de tout mettre en doute, il lui faut bien quelques règles pour fonctionner au quotidien, en attendant d'avoir des certitudes solides. Une sorte de code de conduite temporaire. Voilà. Il donne 3 maximes principales. La première, c'est la prudence sociale, on pourrait dire. Obéir aux lois, aux coutumes de son pays, à sa religion, et suivre les opinions les plus modérées des gens les plus sensés.
Pas faire de vagues, quoi. Ok, rester dans le rang en gros. En attendant, oui. Deuxième maxime, être ferme et résolu dans ses actions, même si on a pris une décision sur des bases un peu douteuses. Ah oui. Pourquoi? Il prend une image très parlante. Le voyageur perdu dans une forêt. S'il hésite, s'il tourne en rond, il ne sortira jamais. Mieux vaut choisir une direction, même au hasard, et s'y tenir. Au mieux, on avance. Pas bête. Et la troisième? Alors là, c'est très différent. C'est plus intérieur. Il dit « J'ai tâché plutôt à me vaincre que la fortune et à changer mes désirs que l'ordre du monde. Ça sonne très stoïcien, non? Changer soi-même plutôt que vouloir changer le monde » extérieur. Tout à fait. L'influence d'Épictète notamment est très claire ici. L'idée clé, c'est que la seule chose qui soit vraiment en notre pouvoir, ce sont nos pensées, nos désirs. Donc, mieux vaut travailler là-dessus pour être heureux, plutôt que de s'acharner contre ce qu'on ne contrôle pas. Exactement. Se concentrer sur la maîtrise de soi comme source de contentement. C'est cette morale provisoire, assez sage finalement, qui va lui permettre de se lancer, l'esprit tranquille, dans l'étape la plus radicale. Le doute, on arrive au cœur du réacteur, là, la quatrième partie. Le fameux « je pense, donc je suis ». Comment il y arrive à cette certitude? Il y arrive par ce qu'on appelle le doute hyperbolique. C'est, comment dire, il pousse le doute à l'extrême, vraiment, à fond. C'est-à-dire? Il décide que tout ce qui a la moindre petite trace de doute, hop, il le considère comme faux. Provisoirement, hein, mais quand même. Tout. Tout. L'essence. Il nous trompe parfois. Allez, rejeter. Les raisonnements mathématiques. On peut faire des erreurs de calcul. Hop, rejeter. Le rêve. La réalité, on ne peut pas distinguer clairement. Rejeter aussi. Il doute de tout ce qu'il peut. Il ne reste plus rien, alors. Si. Justement. Au moment où il doute de tout ça, il y a une chose dont il ne peut pas douter. C'est qu'il est en train de douter. Et pour douter, il faut penser. Et pour penser, Faut bien exister? voilà, cogito ergo sum, je pense donc je suis. C'est la première certitude absolue, indubitable, qui résiste même au doute le plus extrême. Et pourquoi c'est si fondamental? Ça a l'air presque une évidence, dit comme ça. Ce qui est révolutionnaire, c'est que cette première certitude, ce point de départ de toute connaissance certaine, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas le monde extérieur, c'est le sujet pensant lui-même, c'est moi en tant que conscience. C'est un renversement complet par rapport à avant. Totalement. Avant, on partait plutôt de Dieu ou du monde. Là, le fondement, c'est l'intériorité, le je qui pense. C'est ce qu'il appelle la res cogitans, la substance pensante. Il dit même que cette âme, cette pensée, est plus facile à connaître que le corps, la res extensa, la matière étendue. C'est la naissance du sujet moderne en philosophie, en quelque sorte. On peut le dire, oui. Et c'est seulement après avoir établi cette première certitude du cogito qu'il va essayer de remonter, de prouver l'existence de Dieu. Ah oui, il y a ça aussi. Pourquoi il a besoin de prouver Dieu alors? Pour lui, Dieu est la garantie que ses idées claires et distinctes ne sont pas trompeuses. Si Dieu existe et qu'il est parfait, il ne peut pas être un malin génie qui nous tromperait systématiquement. Donc Dieu devient le garant de la vérité de nos évidences. Et comment il prouve Dieu alors? Ça a fait débat, ça non, on a parlé de cercle vicieux. Oui, dès le début, ça a été critiqué. Est-ce que c'est parce que l'idée de Dieu est claire et distincte qu'on sait qu'il existe, ou est-ce que c'est parce que Dieu existe et garantit nos idées claires et distinctes qu'on peut s'y fier? C'est un peu le fait la poule. Son argument principal dans le discours, c'est de dire « Je trouve en moi l'idée d'un être parfait. Or moi, je suis imparfait, puisque je doute, donc je n'ai pas pu inventer cette idée de perfection tout seul. Elle doit venir d'un être qui est réellement parfait. Donc Dieu existe. » D'accord, bon, c'est un peu rapide peut-être, mais on voit l'idée. Après cette étape très métaphysique, il revient au monde physique dans la 5e partie. Oui, il revient sur Terre, si on peut dire. Il donne un aperçu de sa physique, celle qu'il n'avait pas osé publier intégralement dans le monde. Sa vision mécaniste donc. C'est ça. Il explique que tous les phénomènes naturels, y compris le fonctionnement des corps vivants, des plantes, des animaux, et même du corps humain, peuvent être expliqués par des lois mécaniques. Par la matière étendue, les formes, les tailles, les positions des parties et son mouvement. Il prend un exemple. Oui, il prend l'exemple du cœur et de la circulation du sang. Il donne une explication très mécanique, basée sur la chaleur du cœur qui dilate le sang. Bon, c'est un peu différent de ce qu'avait dit Harvey, mais l'idée est là. Le corps est une machine complexe.
Et c'est là aussi qu'il fait sa fameuse distinction entre l'homme et l'animal. Exactement. C'est le point le plus célèbre et le plus controversé de cette partie. Les animaux-machines. Qu'est-ce que ça veut dire pour lui? Que les animaux n'ont pas de sentiments, rien? Pour Descartes, les animaux sont comme des automates très sophistiqués. Ils ont des mécanismes corporels qui expliquent leur comportement, leurs réactions, leurs cris. Mais ils n'ont pas de pensée au sens propre, pas de res cogitans. Les animaux peuvent émettre des sons, réagir à des signaux, mais n'ont pas de langage articulé capable d'exprimer des pensées nouvelles et variées, comme le fait l'être humain, même le plus hébété, dit-il. Seul l'homme a cette capacité liée à son âme raisonnable, immatérielle, qui est distincte du corps. C'est une conséquence logique de son dualisme, hein. La pensée d'un côté, la matière de l'autre. Tout à fait. Une séparation radicale qui aura des conséquences immenses sur notre façon de voir les animaux, bien sûr. On voit mieux l'ensemble de l'édifice. C'est impressionnant. Un petit mot sur le style, peut-être? Et sur l'homme lui-même. On dit souvent que Descartes écrit clairement. Oui, son style en français, c'est aussi une petite révolution pour l'époque. Il cherche la clarté, la logique, la transparence, une prose qui avance pas à pas. Bon, la syntaxe est parfois un peu longue pour nous aujourd'hui, mais l'effort de clarté est là. Il utilise des images aussi, non? Oui, beaucoup. Des métaphores très fortes qui aident à comprendre sa démarche. La maison qu'il faut détruire et reconstruire sur de bonnes fondations pour la connaissance, le voyageur perdu en forêt pour la morale provisoire, la lumière de la raison contre les ténèbres de l'ignorance, c'est très visuel. Et l'homme alors derrière l'œuvre? Parce qu'on parle de sa clarté, mais il était comment, Descartes? Ah, l'homme, c'est plus nuancé, oui. On a l'image donnée par son premier biographe Baillet d'un homme assez modeste, serein, détaché. L'image un peu lisse, quoi. Voilà. Mais quand on regarde ses lettres, les témoignages de ses contemporains, on voit aussi un homme très, très conscient de sa valeur, un peu susceptible, parfois même cassant, voire méprisant avec ceux qu'il critiquait ou qui n'étaient pas d'accord. Ah oui. Oui, il pouvait être assez dur. Il traite le travail de Fermat de fumier, par exemple, ou les mathématiciens qu'il critique de mouches. Bon, Mhm. il défendait son système bec et ongle. D'accord. Moins serein qu'on pourrait croire alors. Disons qu'il y avait les deux aspects. Ce qui n'enlève rien, bien sûr, à son honnêteté intellectuelle dans sa recherche de vérité, hein. Et ce besoin de tranquillité, de se tenir à l'écart des polémiques, ça, c'était bien réel et constant, c'est lui. Et ironiquement, malgré toutes ses précautions, sa prudence pour ne pas heurter l'Église, son œuvre a quand même fini par être condamnée. Oui, mise à l'index par l'Église catholique en 1663 après sa mort. Ses idées, surtout le doute méthodique, le mécanisme qui pouvait sembler menacer l'idée d'âme, tout ça était jugé trop dangereux, potentiellement hérétique. Incroyable, le cartésianisme est devenu un courant majeur mais controversé. Exactement. Il a une influence immense, durable, mais il a aussi été constamment attaqué autant par les autorités religieuses que par d'autres philosophes. Bon, on a fait un sacré tour d'horizon. Depuis sa formation critique chez les jésuites, la naissance compliquée du discours après le choc Galilée, jusqu'à ses idées clés. La méthode pour bien raisonner, la certitude du cogito comme point de départ, la morale pour vivre dans le doute, et puis cette vision mécaniste du monde et la séparation radicale entre l'esprit et le corps. C'est un résumé assez complet, oui. Et la question qui reste, c'est pourquoi ça nous parle encore autant aujourd'hui, ce texte qui a presque 400 ans? Oui, bonne question. Je crois que c'est parce que les problèmes qu'il a soulevés sont devenus d'une certaine manière les nôtres. Peut-être même de façon plus aiguë. Comment ça? Sa quête d'une certitude basée sur la raison individuelle, face à tous les savoirs hérités, les autorités, les opinions contradictoires, comment ne pas y voir un écho de nos propres défis face à l'avalanche d'informations, aux fake news, aux faits alternatifs? C'est vrai. Trouver un point fixe dans tout ça. Voilà. Et puis sa distinction corps-esprit. Avec les progrès de l'intelligence artificielle, des neurosciences, on est en plein dedans, non? Qu'est-ce que la conscience? Est-ce qu'une machine peut penser? C'est du Descartes en quelque sorte. Et la place de la raison face aux émotions, aux croyances, c'est toujours d'actualité? C'est vrai, les échos sont frappants. Et ça nous amène à la question finale, peut-être, celle qu'on laisse en suspens, inspirée par Descartes lui-même. Lui, il cherchait sa méthode, sa boussole rationnelle, pour trouver son chemin dans ce qu'il voyait comme une forêt de connaissances confuses. Oui, Et nous, aujourd'hui, face à notre propre jungle d'informations, d'opinions, d'algorithmes partout, quelle pourrait être notre méthode à nous, notre morale provisoire, si on veut, pour essayer de comprendre
de tracer notre propre voie sans se laisser paralyser par le doute ou emporter par n'importe quel courant? Vaste question en effet. Une question à méditer. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir suivis dans cette exploration du discours de la méthode. Merci à vous.